Voilà, avec ces images en direct qui nous parviennent de la NASA et Thomas Pesquet qui est dans cette fusée réclamée à corps et à cri par Michel Chevalet. Mes invités nous ont rejoints. Xavier Titelman est avec nous. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de la sécurité aérienne, fondateur de paravion.fr. Et puis deux astrophysiciens sont avec nous. Arthur Touati, bonjour. Stéphane Dascoli, bonjour. Merci également. Et tous les deux, vous avez écrit un livre qui s'appelle Voyage au cœur de l'espace-temps, de la théorie de la relativité au mystère du cosmos. Merci d'être avec nous. Alors pendant qu'on regardait ce sujet, Stéphane, vous me disiez que vous étiez candidat, vous parlez dans l'espace? Oui, c'était la petite surprise à pas dévoiler, mais voilà. Du coup, vous me l'avez dit en tête, quand on dit un truc à un journaliste, il faut bien lui dire qu'il ne faut pas le dire. Ah, voilà, je suis pas le seul. Dans mon entourage, déjà, c'est vrai que nous, on est dans un milieu scientifique, on a pas mal d'amis à avoir fait un master, justement, avoir un peu ce CV-là. Et du coup, déjà, je connais 5-6 personnes qui vont passer, dont moi. Et qu'est-ce qui vous fait envie? Je pense que c'est plein de choses. Je pense que Thomas y est pour beaucoup. Je pense qu'avoir un Français qui a à peu près notre âge, qui est plus âgé, mais je veux dire qui rend un effet jeune, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup fait la pub en particulier là pour ce recrutement. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai entendu. Tout ça fait rêver. Et puis juste les vidéos, voilà, de la station spatiale internationale, la vie qui est si différente. Tout ça, c'est un rêve, quoi. Mais c'est quoi? C'est juste le rêve de se dire un jour je l'ai fait, ou vous avez envie de découvrir quelque chose de particulier? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est difficile de dissocier, mais il y a aussi la préparation, en fait. Même toute la phase de préparation là, pendant ces longues années qui m'intéresse. Juste la préparation sportive, c'est vraiment un dépassement de soi-même. C'est beaucoup de choses qui m'intéressent. Excusez-moi, je vais vous poser une question très bête. Mais voilà, je ne suis pas un spécialiste de l'espace, mais on peut aller dans l'espace avec des lunettes? Oui, alors je me suis demandé, tout le monde me dit ça. C'est pas si bête que ça, alors. Je me suis vraiment posé la question. Oui, non, effectivement, alors je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas, j'ai passé justement la certification, et en fait, tant que la vue corrigée est bonne, ça passe. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un astronaute avec des lunettes? Oui, alors je ne sais pas si... Sous le casque. Oui, d'ailleurs, il y en a qui l'ont, je crois, dans la station. Au début, non. Maintenant, oui. Voilà, c'est ça a changé. Allez, on va partir en direct. On va aller à Toulouse où nous attend Alain Maillet, qui est responsable expérience physiologique MEDES Cadmos. Bonjour Alain Maillet, merci d'être en direct avec nous. On regarde ces images depuis tout à l'heure. Vous ressentez quoi là en ce moment, alors que le décompte est en train d'avancer? D'abord, personnellement, qu'est-ce que vous ressentez? Peu de stress parce qu'on se rapproche de l'heure de décollage et qu'on sait que c'est un moment important, et on attend après le décollage l'arrivée de Thomas dans la station pour démarrer nos expériences. Visiblement, vous avez un petit problème de vision. Je vous demandais les expériences, en fait, en quoi vont-elles consister exactement? Il n'entend plus rien, c'est pas grave, on le retrouvera tout à l'heure, on va continuer à parler. Arthur Touati, vous allez dans l'espace, c'est pas quelque chose qui vous intéresse en revanche? Non, je trouve que ce que Thomas Pesquet va vivre dans l'heure qui arrive est quelque chose d'extrêmement stressant, et c'est magnifique, mais c'est extrêmement de préparation, c'est des années de travail, beaucoup de pression, et je pense qu'il partage assez pour que personnellement moi je profite de son voyage tout en restant ici. Vous êtes astrophysicien, expliquez aux gens ce que fait un astrophysicien. Alors, je ne suis pas réellement astrophysicien. Un faux astrophysicien. Un faux astrophysicien, exactement. Moi, je travaille sur les mathématiques associées à la relativité, qui est la théorie qui nous permet en fait de faire ce genre de voyage et de les mettre en musique. Et donc au quotidien, j'essaie de faire avancer, avoir un petit impact sur la science, et d'écrire des livres, de venir ici par exemple pour en parler et diffuser, quoi. Je trouve que la communication est très importante. Et Thomas Pesquet l'illustre très bien. Thomas Pesquet, c'est le roi de la com quand même, non? Oui. Oui. Parle vraiment le saxophone, je sais pas si vous vous rappelez, il avait joué dans la station, ça c'était magnifique. C'est vraiment super. Xavier Titelman, vous qu'est-ce que vous ressentez aussi en regardant ces images qui nous arrivent en direct? C'est la dernière limite. On est encore sur l'étape supplémentaire qu'on n'a pas encore assouvie. On va aller encore plus loin, toujours plus vite, avec des technologies toujours plus modernes. Clairement, il y a aussi la différence avec ce qu'on avait, par exemple, quand on part de Baïkonour, où on est plus ou moins resté avec la technologie de l'époque où on avait Gagarine. Ça marche, touchez à rien, on continue comme ça. Là, c'est la pointe de la technologie, de l'innovation, de tout ce qui se fait de mieux. On récupère des morceaux, enfin, c'est quand même incroyable. Technologiquement, on voit vraiment qu'on est sur une étape supplémentaire entre ce qui se passe à la NASA par rapport à ce qui se passe à Baïkonour. Mais alors, tout à l'heure, on avait un responsable politique ici qui nous disait, mais en fait, ça sert à quoi?
En fait, c'est ça. C'est ce qu'il nous disait. Il nous disait aujourd'hui, par exemple, il y a des gens en Afrique qui meurent de faim et qui meurent de soif. À quoi ça sert d'aller dans l'espace? Alors vous, tous qui êtes des passionnés de l'espace, c'est un peu provoquant comme question, mais non, on peut la poser. À quoi ça sert? Là, il y a de la recherche sur la maladie d'Alzheimer qui va être faite dans ce vol-là. On a fait des holters spécifiques. On a travaillé sur des molécules spécifiques pour certains types d'autisme. Donc, on avance aussi sur la science et la science médicale parce qu'on envoie des gens dans l'espace qui peuvent développer des choses particulières. Il y a des molécules qu'on a découvertes sur place. Il y a des matériaux qu'on utilise pour les ponts. Il y a plein de choses. Il y a plein de retombées. Je vais renforcer ce que vous dites. Je vais prendre l'échographe que vous avez chez le cardiologue, qui est la petite boîte et puis la sonde. Il a été mis au point pour le vol de Jean-Loup Chrétien à bord de la station, c'était Salyut. Et ça a été mis au point par Tours, Léon de Pourcelot, que je salue Léon, à Tours. Et donc c'est la Matra qui a fait cela, sous contrat, de façon de faire un petit Je vais vous échographe. faire un instant, Michel. Regardez, on va passer plein pot l'image. On voit de la fumée. La fumée, ça fume pas. Expliquez-moi, justement. Mais je vous ai dit, moi je suis un béotien dans l'espace, donc moi je vois ça, je vois de la fumée qui sort, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ce qu'on est en train de voir là? À 11h42, il y a la mise en froid déjà des moteurs. Donc c'est le froid. Oui, c'est le froid. Il y a la vapeur d'eau dans l'air. Comme vous avez de l'oxygène liquide, on est dans la phase de plein des réservoirs. Vous avez l'oxygène liquide qui dégaze les réservoirs, et donc c'est de l'oxygène gazeux qui part, mais très froid, et donc la vapeur d'eau qui est présente autour. Et le danger étant que s'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, ben vous avez un manchon de glace autour du lanceur. Vous vous souvenez pas les Saturne V quand elle a décollé pour la Lune? La pluie de glaçons, là, elle a perdu des dizaines de tonnes avec les vibrations qui sont tombées. Et c'est pareil pour Ariane. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Ça, voilà, je vous rassure. Rassurez-moi, parce que c'est tout à fait normal. Juste, Stéphane Dascoli, à quoi ça sert d'aller dans l'espace pour vous? Je rejoins ce qui a été dit. Hein. C'est vrai qu'il y a, pour nous, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse vraiment, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je postule, c'est ces expériences scientifiques si variées, quoi, une centaine d'expériences scientifiques. Donc, c'est un labo formidable. C'est merveilleux, ouais. Moi, il y en a quelques-unes que j'ai trouvé très intéressantes. Donc, globalement, j'ai l'impression que les trois grands domaines, c'est tout ce qui est génie des matériaux, tout ce qui est biologie, tout ce qui est médecine. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est celles qui vont être menées sur Thomas Pesquet, parce que tout ce qui est médecine, c'est avant tout les astronautes eux-mêmes qui vont être les cobayes un petit peu. Là, par exemple, Thomas Pesquet, il a ce petit bandeau sur le front qui va permettre de mesurer un peu son rythme du sommeil, etc., qui va être très perturbé avec ce lever du soleil toutes les heures et demie, il me semble. Donc voilà, ça c'est quelque chose, le rythme circadien, comment est-ce qu'il va s'adapter. Il y a ce travail en ce qui concerne le génie des matériaux. Thomas Pesquet, il a parlé de ces nouvelles mousses qui vont être créées, qui vont être en fait comestibles pour essayer de réduire la quantité de déchets dans les. Donc voilà, il y a des expériences vraiment. Justement, on a retrouvé Alain Maillet, normalement responsable de l'expérience physiologique en direct de Toulouse. Alain Maillet, à quoi ça sert? C'est la question qu'on se pose. À quoi ça sert d'aller dans l'espace? Et quelles sont les expériences qui vont être faites dans les heures et dans les jours qui viennent? Alors les premières expériences que devrait faire Thomas, c'est des expériences de neurosciences, notamment la semaine prochaine, après son arrivée dans la station, l'expérience GRIP et GRASP, dont il avait monté le matériel lors de sa première mission Proxima, et donc là qui va répéter comme sujet d'expérience. Et dans la foulée de ces deux premières expériences, il réalisera l'expérience pilote qui vient d'être développée spécifiquement pour cette mission. Qu'est-ce qu'on va apprendre au cours de ces expériences, en fait? Parce que là, c'est des noms de code, mais on va chercher quoi? On va apprendre quoi? Et à quoi ça sert de les faire dans l'espace? Alors, c'est des expériences qui sont à visée neurosciences, comme je viens de le dire, et notamment pour tout ce qui est tâches de pointage, de mouvement et de déplacement d'objets. L'expérience pilote aussi, c'est pour appréhender le contrôle et le pilotage d'un bras robotique qui permettrait d'attraper un vaisseau, par exemple. L'objectif de ces expériences, c'est donc, quoi tout ce qui est des tâches fines de coordination. Ouais. L'objectif de ces expériences, quel est-il au fond? C'est d'essayer de prévoir l'avenir et d'aller dans une colonisation de l'espace plus importante? Alors c'est approfondir les connaissances que l'on a déjà, et c'est, comme vous venez de le dire, c'est de préparer les futurs vols de plus longue durée qu'on va faire dans quelques années pour aller soit vers la Lune, soit plus loin.
On avait Michel Chevalet, qui est toujours avec nous d'ailleurs sur ce plateau, qui disait tout à l'heure, aller passer 6 mois dans l'espace, c'est beaucoup, c'est énorme, et au bout d'un moment, c'est vrai que le corps humain a tendance à fatiguer. Vous me parlez de vols encore plus longs. Est-ce qu'on risque pas d'épuiser le corps humain si on a des vols encore plus longs ? Alors le corps, il s'adapte, hein, que ce soit au niveau cardiovasculaire, musculaire ou osseux, il s'adapte. On a des moyens qui permettent de lutter contre ces modifications. Je pense notamment à l'exercice musculaire et à d'autres moyens de contre-mesure qui vont permettre d'améliorer l'atrophie musculaire et l'éventuelle perte osseuse, et donc qui permettront d'augmenter la durée des vols. Merci beaucoup Alain Maillet, merci d'avoir été avec nous en direct de Toulouse avec Jean-Luc Thomas, responsable des expériences physiologiques. On revoit l'image en direct justement sur les écrans. Il se moque de moi, mais excusez-moi, je vous l'ai dit, je suis béotien moi là-dedans. Pour moi ça fume là. C'est les meilleures questions. Voilà. Je suis désolé. Bah oui, parce que les réservoirs sont pleins maintenant d'oxygène et de kérosène, et notamment le premier et le deuxième étage. Alors, on va regarder un portrait de Thomas Pesquet, si vous le voulez bien, qui a été sélectionné donc pour devenir astronaute parmi plus de 8400 candidats. Regardez son portrait, on en parle juste après. And from here, it's really difficult to understand borders. 13 janvier 2017, Thomas Pesquet fait sa première sortie dans l'espace. Suivez-moi. Il passera 196 jours à bord de l'ISS. Mais pour quitter la gravité, il aura fallu 7 ans d'entraînement intensif. On ne veut pas rater une seule action qui serait importante. Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. On pense qu'à une chose, c'est ça, quoi. En 2009, la France découvre le Diepois. Ingénieur en aéronautique, pilote de ligne chez Air France, ceinture noire de judo parlant 6 langues, Thomas Pesquet est sélectionné par l'Agence spatiale européenne parmi plus de 8400 candidats. J'aime bien l'adrénaline, donc évidemment c'est le shoot d'adrénaline ultime. Fils d'instituteur, Thomas Pesquet aime transmettre. Si d'autres Français l'ont précédé, il est le premier astronaute à l'ère des réseaux sociaux. Décrit comme un prodige, Thomas Pesquet aime l'autodérision. À 43 ans, il a encore des rêves plein la tête, comme de poser un pied sur Mars. Voilà, poser un pied sur Mars, ça, est-ce que c'est réaliste, Michel Chevalet ? Thomas Pesquet, est-ce qu'il verra ça ? Non, nous non plus d'ailleurs, au passage. Oui, vous dites oui, vous ? Hein ? Alors moi je ne verrai pas. Bon, vous venez. Non. Attendez, le problème de Mars, c'est très complexe. Parce qu'il y a la distance. Il va falloir faire vivre des gens au minimum 6 ou 7 avec un médecin à bord. Parce que ça va être un vol non-retour, c'est-à-dire psychologiquement. C'est-à-dire que les Gugus y partent, mais ils n'ont pas le billet de retour. C'est-à-dire, ils vont être obligés de rester sur Mars ? Attendez, s'il y a un problème, on ne peut pas les empêcher. Attendez, Même la Lune, c'est 3 jours pour revenir. Ça va, 3 jours. Mars, c'est 6-8 mois. Voilà. Et le problème, il est que vous avez des gens qui vont rester dans leur capsule, qui n'est pas plus grande que ça. Il n'y a rien dehors, il n'y a pas de paysage, c'est noir. C'est noir, c'est noir, c'est noir. Ils vont s'embêter, il n'y a rien à faire. C'est du vol automatique, c'est Newton qui conduit, comme on dit. Et ils vont perdre leur tonus musculaire. Et les types vont arriver, on va leur demander de prendre les commandes d'un vaisseau spatial, dans une chose très compliquée, l'atterrissage sur Mars. C'est pas joué, l'atterrissage sur Mars. Hein. Il n'y a que les Américains qui ont encore réussi. Est-ce qu'ils seront capables, est-ce qu'ils auront la disponibilité intellectuelle, prêts à réagir, à reprendre les commandes ? C'est ça le problème. Et puis le dernier point, c'est qu'une fois qu'ils se sont posés, de par la position des planètes, ils vont être obligés d'y rester 6 mois. Vous vous rendez compte ? Sans pouvoir communiquer, parce que Mars va se trouver derrière le Soleil. Donc il n'y aura pas de communication possible. Et Arthur Toiti, vous nous disiez c'est compliqué de décoller de Mars en plus. Oui, hein. beaucoup plus que depuis la Lune. Pourquoi ? Parce que Mars est beaucoup plus grosse, plus de gravité, donc il faut quasiment la puissance qui est là. En fait, il faudrait réussir à construire ce qu'on voit là à l'image sur Mars.
Et ça, Faut l'amener. c'est extrêmement compliqué. Alors, Pour des raisons évidentes. il y a une autre question que je me pose, moi, encore une fois, vous moquez pas Michel, mais je suis très béotien là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on mange dans l'espace? Et on est en direct avec le chef François Adamski. Bonjour, merci d'être en direct avec nous, parce que visiblement, normalement, c'est des repas un peu lyophilisés qu'on mange dans l'espace, mais je crois que Thomas Pesquet a amené certaines choses un peu différentes. Absolument, Thomas Pesquet a emmené des repas, mais des vrais repas. On lui a concocté un menu, un risotto d'épeautre à la truffonnade et au céleri, un bœuf bourguignon, et puis des crêpes Suzette, avec de la vraie matière, vraiment de la viande, des morceaux, de la sauce. Et donc, il va se régaler avec ces plats. Mais comment on mange ça dans l'espace? Enfin, pour moi, l'espace, les éléments s'envolent. Comment on mange un bœuf bourguignon dans l'espace? Alors, en fait, nous avons mis en place un processus où il va pouvoir manger. Tout est mis dans des poches en alu, comme une poche sous vide. Et c'est stérilisé de façon à ce que ça puisse se conserver durant 2 ans. Il réchauffe entre 2 plaques, il ouvre et avec une cuillère, il va pouvoir manger. Donc il y avait plusieurs contraintes qui étaient d'avoir quelque chose d'assez consistant, d'assez épais. Donc la sauce qui lie la viande, les champignons, est assez épaisse, un peu dans une matière, dans une sorte de crème pâtissière, vous voyez, quelque chose qui ne puisse pas s'envoler. Pas de morceaux, pas de graines. Le risotto que nous avons fait, il est lié avec la crème, la truffe, les morceaux de céleri. Tout peut être pris avec la cuillère sans que les grains de petite épeautre s'envolent. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très particulier. François Adamski, vous êtes corporate chef de chez Cerver, donc vous avez également l'habitude de faire des repas pour l'espace. Quand on est dans un avion, on se rend compte en général qu'on a moins de goût. On perd cette sensation de goût, en tout cas c'est moins fort. Je suppose que quand on est cette fois dans l'espace, ça doit être très différent et il faut encore renforcer plus les goûts pour sentir. Exactement. La perception des saveurs est totalement différente. Donc, il faut non pas saler plus, et en l'occurrence, pour Thomas, nous avions vraiment une obligation de réduire le sodium, mais simplement d'augmenter la puissance des saveurs. Alors, nous, dans les avions, habituellement, on met parfois un petit peu plus d'épices, et là, on a concentré la sauce, c'est-à-dire que la sauce du bourguignon est vraiment très puissante. Dès qu'il prend une cuillère, il va avoir le bourguignon qui va exploser en bouche. Un peu comme quand on passe des concours où il faut que ça soit très puissant dès la première bouchée. Ben c'est pareil. C'est un peu notre concours à nous. Je crois que c'est pas la première fois qu'il y a des expériences comme ça qui sont faites. Ça a été fait en 2016 déjà. Oui, absolument. Il y a Thierry Marx qui avait déjà fait. Je sais qu'il y a Alain Ducasse aussi qui avait déjà fait. Je crois qu'il a embarqué plusieurs plats également. Je crois qu'on est 3 chefs à avoir fait, mais cette année, Thomas avait demandé particulièrement à Cerver, puisqu'il avait des souvenirs de ce qu'il avait goûté quand il était pilote chez Air France. Donc voilà, sa demande officielle était la nôtre et nous l'avons remplie avec plaisir et c'est un vrai bonheur, une vraie fierté en tout cas. Dernière question, est-ce que c'est juste pour un plaisir personnel pour Thomas Pesquet ou au fond est-ce qu'il y a des retours possibles et qui peuvent vous être utiles quand il reviendra sur Terre, quand il vous expliquera ce qu'il a ressenti? Est-ce que ça peut être utile pour vous ou pas du tout? Écoutez, dans un premier temps, c'était sa demande, donc c'était lui faire plaisir. Vous savez, c'est vraiment un homme exceptionnel. Et quand Thomas nous demande quelque chose, eh bien, on le fait avec grand plaisir parce qu'il est d'une grande gentillesse. Et donc déjà, il y avait ce premier point. Après, il y a le challenge. Le challenge est quand même assez incroyable. Essayer de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut essayer de trouver d'autres technologies? Et puis après, c'est vrai que en termes de technologie, il se peut que ça puisse nous aider. Alors, on verra au retour avec Thomas. On a prévu de faire un débriefing des plats qu'il aura dégusté et qu'il aura partagé avec les autres astronautes, parce que c'est ça le but aussi, d'emmener le terroir français dans l'espace. Et donc, on verra un peu comment ça s'est passé, comment il a ressenti ça. Mais dans notre métier, chez Cerver, on va également utiliser ce nouveau processus, cette nouvelle technologie pour d'autres
d'autres moyens et d'autres marchés. Et dernière question rapide, chef, c'est le seul astronaute qui emmène des plats de son pays ou il y a des hamburgers pour les Américains? Non, les autres pays emmènent également des plats. Donc c'est un petit peu la guerre, mais je crois que Thomas a une confiance en la cuisine française, en terroir français, donc c'est pour ça qu'il fallait être fort et puissant en saveur. De toute façon, je suis certain que c'est lui qui a les meilleurs plats. Merci, chef, pas chauvin du tout. Merci d'avoir été en direct avec nous. François Adamski, corporate chef de chez Cervère. On vient de passer la barre des 10 minutes. Michel Chevalet, c'est dans moins de 10 minutes qu'on va vivre en direct ce décollage de Thomas Pesquet. Il est 11h40 pile à l'instant sur CNews et Non-Stop. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Rien, il attend. D'accord. mais à 11h... Je pourrais faire astronaute, alors en fait, s'il s'agit de rien faire, ça me plairait bien. Vous pouvez être passager, bien sûr. 11h42, il va y avoir la mise en froid des moteurs. Eh oui, on va les bassiner. Donc ça, c'est dans 2 minutes. Voilà. Alors je reviens sur ce qu'a dit le chef. Il faut dire, comme on dit les astronautes, quand ce sont les Français qui font la cuisine à bord, c'est-à-dire qui invitent l'équipage, ils sont 7, c'est très couru et très demandé. Évidemment. Mais pour revenir à des anecdotes, par exemple, ce qui serait catastrophique, c'est les biscottes en l'air. Vous voyez pourquoi? Ouais. Bah oui. Parce à cause des miettes. Tout ce qui fait des miettes, qui va flotter, peut être inhalé par la ventilation des ordinateurs, ils n'aiment pas trop ça, mais également canne de tout par les voies respiratoires. Il y a eu une anecdote quand, sur le premier vol de la navette spatiale, John Young, qui était le commandant de bord, aimait le ketchup. Et donc, dans ses affaires personnelles, il avait emmené, ils ont droit à quelques kilos d'affaires personnelles, il avait emmené du ketchup, parce que alors, les plats, à l'époque, c'était immangeable. Et quand vous versez du ketchup sur Terre, quand vous retournez la bouteille, que le geste que vous faites, vous tapez dessus pour que ça descende. Quand c'est en apesanteur, la bulle de ketchup, la goutte ne veut pas redescendre. Et donc il tape, et là, du coup, brouf, ça sort. Et il y a une grosse boule de ketchup rouge qui se met à flotter dans le poste de pilotage de la navette, et dès qu'elle touche une paroi, elle éclate. Et si bien qu'ils ont passé une journée entière avec du sopalin, en quelque sorte, de nettoyer les parois de la navette au ketchup. Xavier, c'est un gadget, ça, la nourriture dans l'espace, ou c'est quelque chose d'important quand même? Psychologiquement, c'est super important, comme un bateau. Hein. Moi, je suis un ancien marin, sur la marine, c'est important, il faut bien manger. Et il y a même des anecdotes, encore une fois. Par exemple, il y avait un Italien, c'est la première fois qu'il allait dans l'espace, on lui proposait des pâtes, il a dit non, les Américains, ne faites pas de pâtes. Mais si, vas-y, goûte. Mais je mange que les pâtes de ma mère. Goûte. Et en fait, c'était la nourriture de sa maman qui avait été préparée dans l'espace. Donc il y a plein d'anecdotes comme ça. Pour le moral, c'est super important de bien manger. On est en direct avec Didier Schmitt, qui est responsable stratégie des vols habités et robotiques. Bonjour Didier Schmitt, merci d'être en direct avec nous. Quel est le type de préparation qu'ont fait les astronautes et qu'a fait Thomas Pesquet pour pouvoir tenir 6 mois dans l'espace? Déjà, il l'a fait une première fois, donc on est sûr qu'il va pouvoir le faire une deuxième fois. Alors il se prépare évidemment mentalement, je veux dire, les entraînements se font dans des modules au sol donc de l'ISS. Ils y passent des journées, des semaines donc à s'entraîner sur toutes les expérimentations, à faire des réparations. Il y a beaucoup de temps passé évidemment à comprendre tous les systèmes et les sous-systèmes de la station qui sont extrêmement compliqués parce qu'il y en a beaucoup. Donc ils ont l'habitude de travailler dans ces environnements-là. Alors évidemment, on les enferme pas pendant des semaines pour voir comment ils se comportent au sol, mais bon, ils savent à quoi s'en tenir. Ils sont vraiment prêts. Là, ils sont prêts à y passer le temps qu'il faudra. Ce qui est important de dire, c'est quand on se prépare pour 6 mois, c'est bon. Si au bout de 6 mois, on vous dit 6 mois de plus, là, ça devient bien plus compliqué. Qu'est-ce qui est le plus important quand on est dans un vol habité comme ça pour l'espace? C'est le physique ou c'est le mental? Alors, les deux en général, le physique, Thomas il l'a, et donc de toute façon ça fait partie de l'entretien entre guillemets de la machine, de l'astronaute, donc l'aspect physique, mais évidemment pour tout ce genre de mission, c'est le mental qui prime. Tous les pilotes le savent, on a beau se préparer, si le mental flanche, tout le reste va flancher derrière, donc ça c'est extrêmement important, et Thomas il l'a, ça c'est une certitude. Il a déjà fait 2 sorties extravéhiculaires, qui est le summum de ce qu'on peut faire quand on est dans l'espace, donc là il est vraiment fin prêt. Sans trahir de secret et sans vous demander de nom, mais est-ce qu'il y a des astronautes qui ont déjà eu un problème de mental? Est-ce que c'est déjà arrivé que certains astronautes tombent en pleine déprime, en pleine dépression alors qu'ils sont là-haut?
Absolument, absolument. Plus d'un. Alors au début des vols habités avec donc les programmes russes, quand ils ont battu le record du monde à l'époque de 1 an dans l'espace avec 2 personnes, il y en a un des 2 qui a dit j'avais tous les jours envie de tuer mon collègue et il était sérieux. Bon depuis les choses ont changé, il y a plus de volume, il y a plus de temps donc de préparation, etc. Mais évidemment ça existe. Bon, on n'en parle pas beaucoup, mais je dirais il reste humain. On n'a pas des Superman et Superwoman là-haut. Donc c'est humain et c'est normal. Et ça ne dérange pas parce qu'évidemment on peut avoir un coup de bout et puis ensuite ça repart. Dernière question, Didier Schmitt. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête selon vous là en ce moment? On est à 5 minutes. Là, ils sont en train d'essayer de calmer leur rythme cardiaque. Donc là, ils se concentrent, ils se relâchent. Alors, il faut aussi qu'évidemment, ils soient prêts à chaque instant, entre guillemets, à prendre les manettes, parce que si ça se passe mal, entre guillemets, donc sur les systèmes à bord, etc., il y a quand même des opérations manuelles à faire. Tout est automatique, mais il y a toujours des choses qui peuvent mal se passer. C'est comme dans un avion. Les pilotes s'entraînent, 99%, ils s'entraînent aux malfonctions. Ils s'entraînent pas à piloter normalement. Et donc c'est ce qu'ils ont fait aussi pour se préparer. Ils s'entraînent donc à toutes les possibilités de panne qui peut y avoir. Donc ils sont prêts à répondre à n'importe quelle panne pendant le décollage. Merci beaucoup Didier Schmitt, responsable stratégie, vol habité et robotique, avec Jean-Luc Thomas en direct de Toulouse. Ça vous faisait réagir, Michel Chevalet, quand on parlait de la psychologie et de la force psychologique qu'il faut avoir. Absolument, il y en a un, on ne va pas donner son nom, qui a absolument fait une comédie à bord. Au bout de 4 mois, il n'en pouvait plus et il demandait « je veux redescendre ». C'est comme les mômes, je veux redescendre. C'est assez compliqué. Donc il faut gérer ça. Vous espèce de huis clos. Et ceux qui le savent bien, c'est l'expérience, ce sont les sous-mariniers. Où là, les types vivent pendant 3 mois. Oui, c'est ça, 3 mois en plongée. Et là, vous avez 90 mecs ou 110 mecs qui vivent les uns tassés les uns sur les autres. Oui, et donc, les expériences au sol aussi. Stéphane Dascoli, oui. Oui, les expériences au sol qu'il y a eu aussi pour la préparation pour Mars. Et puis même beaucoup avant ça, il y a eu des expériences en URSS de pseudo-cosmonautes qui ont été mis dans un espèce de KGB minuscule pour voir combien de temps ils pouvaient résister. En fait, c'était des gens qui avaient justement été sélectionnés pour leur caractère humain, patient, etc. Et donc un des cobayes racontait qu'au bout d'1 semaine, sa seule préoccupation était de regarder partout sauf là où se trouvait son congénère. Parce qu'il n'en pouvait plus en fait. Il ne pouvait plus se voir, alors même qu'ils ne se connaissaient pas avant, ils étaient parfaitement aptes à s'entendre. Alors on va mettre plein écran l'image qu'on voit en ce moment et puis on va enlever le bandeau parce que l'image est vraiment superbe. Voilà, image en direct donc qui nous arrive de la NASA et on va rester là-dessus. Arthur Touati, c'est vrai que quand on voit cette image, il y a de quoi rêver quand même. Ah, c'est magnifique. C'est ce que vous parlez de leur psychologie. Ils ont tous les 4 déjà volé 3 fois pour les autres et 2 fois du coup pour Thomas Pesquet cette fois-ci. Et du coup, ils ont l'appréhension. Ce qui est très différent d'une première fois où ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Là, ils sont a priori extrêmement stressés parce qu'ils connaissent l'accélération, ils connaissent la propulsion de ces fusées. C'est-à-dire qu'on est plus stressé la deuxième fois ? Oui, je pense que oui, beaucoup. Toujours. C'est ce qu'a dit Thomas Pesquet. Et il le dit lui-même, c'est pas moi qui l'invente évidemment, mais il pense il dit que c'est plus dur maintenant. Alors, on est à quasiment 1 minute de ce décollage, puisqu'il est 11h47 minutes et 55 secondes. Xavier Titelman se stresse, là, il doit monter. Et on l'entendait, il y a le cœur qui doit battre très fort. Ah oui. Perso, j'ai les mains droites et le cœur, donc je ne vais même pas imaginer pour lui. Je pense qu'il est bon en relaxation, sophrologie, etc. Et c'est bien entraîné. Là, on est... Alors, je ne sais pas si on est un petit peu en retard, mais normalement, on devrait avoir le début de l'écartement avec... il devrait être sur batterie, c'est-à-dire qu'on devrait plus avoir de branchement sur l'extérieur. Ils sont passés en bord, pressurisation des réservoirs, et c'était à 11h44 qu'ils sont passés sur énergie bord. Hein. Voilà, c'est-à-dire que l'engin est complètement coupé autonome. Sur batterie, du coup. Ouais. Alors, on va écouter ce qui se dit, alors, le décompte. Et vous allez nous commenter, Michel. Mark Dragon will transition to countdown, and the flight termination system will arm the computers on Falcon 9. We'll be talking to the computers on Dragon and can issue an abort if necessary. Donc ça va être les ordinateurs qui prennent le relais maintenant, le check. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Dragon is in countdown. All right, 50 seconds to go. Everything is ready for an on-time launch today. Tout est prêt pour le lancement aujourd'hui. Dragon, SpaceX. Il y a le go qui doit être donné par le directeur de vol, c'est ce qui vient d'être fait. C'est les ordinateurs qui checkent. Il va y avoir le retrait du ombilical. Ground teams are ready and the crew inside Dragon is ready. Nos équipes sont prêtes, est en train de dire le responsable de la NASA. Voilà.
Le logo. On est à 1 minute du décollage. On va le vivre en direct, bien sûr, avec cette émotion qui monte et que vous ressentez chez vous. Il y a l'émotion parce qu'il y a des hommes. Attention, c'est parti. Le décompte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Got Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. 4 astronautes de 3 pays sont en train de décoller, commente le responsable de la NASA. The first stage providing 1.7 billion pounds of thrust. Hearing good calls on the first stage performance so far. Fabuleuse image. Plus 30 seconds into the second rotational crew mission. Et là, l'accélération monte tout doucement à mesure qu'elle Un s'allège. beau drapeau américain, bien évidemment, dans la réalisation de la NASA, ça forcément. Il fallait passer par là. L'Europe, et celui d'Europe aussi. On va passer le maximum de la pression aérodynamique parce qu'elle passe au mur du son. Ah, Il n'y a pas de drapeau européen. Hein. Moi, je ne le vois pas là. Je vois 2 drapeaux américains. Elle a passé le mur du son. Bah oui, comme tout engin. Et là, c'est la pression aérodynamique qui est au maximum. Et là, sous la poussée de ces 9 moteurs Merlin. Alors, l'étape importante, c'est quoi maintenant? Et on va attendre maintenant le fonctionnement du premier étage qui va durer 2 minutes et 37 secondes. Vous voyez, c'est très rapide. Hein. When Bravo's second abort mode on the first Donc il y aura la stage. séparation. First stage continues to fire for 2 minutes 35 seconds. 1.5 minutes into today's flight. Alors voyez-vous, ce qui est différent, on en voit ces images-là. Quand vous voyez ces images-là, bon, c'est la fusée, c'est une Falcon 9. Quand il y a des satellites à bord, on dit, bon, bah, si ça foire, ce satellite, c'est une perte. Mais là, il y a les hommes à bord, et ça vous change tout. À quel moment est-ce qu'on sait qu'ils sont sortis de danger? C'est théoriquement, en principe, oui. Non, en principe, c'est quand ils vont être satellisés. Non, satellisés. Second stage Quand ils single sont Merlin satellisés. engine has started. Alors, About 30 more seconds of the Donc first vous voyez stage firing to la bring our qualité des 4 images, astronauts into orbit. la hauteur, elle doit être Now, from here, près de coming 60 up in km about de haut. 20-some seconds, we're going to have 3 major milestones. We'll have shutdown of the 9 Merlin engines. On We're a- beginning to throttle them down. We will then get stage separation. And then we will get ignition of the second stage engine to propel Dragon and the Falcon 9 Et second ça va être la stage into orbit. séparation et l'allumage du deuxième étage. Là, on voyait bien les 9 moteurs qui poussaient, les moteurs Merlin. Ah. C'est dommage parce qu'on est en train de moins voir ce qui se passe. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que là, on voit. Alors, applaudissements. Donc, on suppose que tout est réussi. Là, c'est pour la séparation, c'est l'extinction. Ah, ben voilà. On va la voir l'image. Une nouvelle image, voilà. Séparation. En fait, les gens applaudissent parce qu'ils ont l'image 5 secondes avant. Exactement, c'est pour Oui, ça. voilà, c'est ça. Et là, vous avez l'allumage du deuxième étage. See the green flash of that T-TEB fluid. Et là, il n'y a qu'un seul moteur Merlin. Par contre, sur l'autre partie de l'écran, vous avez le premier étage qui déploie ses panneaux de stabilisation aérodynamique parce qu'il va revenir se poser sur Terre. Et on va voir les images. Vous voyez, là, vous avez à droite sur votre écran le moteur avec la cuillère qui est très chaude et qui fonctionne. Et à gauche, vous êtes sur le premier étage qui a déployé les panneaux de stabilisation aérodynamique, ça c'est une invention des Russes, et puis par petites bouffées, on va l'orienter et on va allumer le moteur à nouveau pour le retourner. D'abord il va se retourner, se représenter en arrière, se stabiliser. Et après, par bouffée, on va rallumer le moteur pour freiner la descente. C'est les petits éclairs qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'il est en train de se repositionner sur l'image de droite. Les petits éclairs qu'on voit, c'est voilà. Il fait quasiment, il culbute sur lui-même, il fait un demi-tour, vous voyez. Parce que ce qui est particulier, c'est que c'est la première fois qu'on envoie des gens dans l'espace avec des morceaux qui avaient déjà été utilisés. Il a déjà volé une fois. Cet étage a déjà volé une fois. On met dernier. Et donc il doit se reposer sur une barge et non pas tremper dans l'eau de mer. Hein. Donc là, on a vu la première étape clé, enfin la deuxième, parce que le décollage, c'est quand même une étape clé aussi. Ça, c'est la deuxième étape clé, c'est la séparation. Et maintenant? La troisième étape, ça va être
l'injection sur orbite, c'est-à-dire la fin de la propulsion du moteur du deuxième étage que l'on voit à droite sur l'écran. Et qui va se produire d'ici je vais vous le dire, ça va se faire le deuxième étage, la fin du premier étage, j'ai la chronologie, au bout de 8 minutes, le deuxième étage, 8 minutes 47, le deuxième étage a fait son travail, ils sont injectés sur l'orbite. Voilà. Xavier Titelman, quand vous regardez ces images, et c'est vrai que c'est une merveille de la technologie finalement, et on est en train de vivre, c'est presque un miracle au fond de la technologie ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il est parti il y a 2 minutes, il est à 10 000 km/h. Donc oui, très clairement, c'est juste il va être quasiment à 28 000 à l'heure pour être satellisé. Hein. À 200 km d'altitude, c'est 8,2 km/s. Stéphane Ascoli, vous qui rêvez d'être dans cette capsule à la place de Thomas Pesquet. Voilà qui vous attend. Voilà, comment vous vivez ces images? C'est extraordinaire. Hein. Là, Thomas Pesquet est en train de subir en gros l'accélération d'une Formule 1, mais pendant 8 minutes, 9 minutes. Au maximum. Voilà, donc extraordinaire quoi. Bon, cette fois-ci du coup ça va être très différent pour lui son vécu, hein, parce que dans le Soyouz il le sait, sauf que ça va être très différent parce que dans le Soyouz il était vraiment ligoté, il pouvait pas bouger, il était dans cette espèce de. C'est vrai. Et là il est dans ce truc qui ressemble à de la science-fiction. Ce qui était étonnant, c'était leurs combinaisons qu'on voyait tout à l'heure, qui étaient des combinaisons beaucoup plus légères, Arthur Touati, beaucoup plus légères que ce qu'on voyait auparavant sur les astronautes. Il y a eu un changement de design grâce à SpaceX entre les Soyouz et Crew Dragon qui est fabuleux. Les iPads qui remplacent les petits boutons. C'est la technologie des années 60. On a même le premier vol de Soyouz, c'est 66. Ouais. Et le système n'a pas changé en 40 ans. Quoi. Il s'est rien passé. On a même appris que le designer des costumes, là, c'est le même qui avait designé les blockbusters, genre Iron Man. C'est un grand designer d'Hollywood, en fait, qui s'est occupé de ça. Et c'est vrai que c'est hallucinant, en fait. C'est des super-héros. Il n'y a pas à dire. Et même le tableau de bord, il le disait, Pesquet, il a vu, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on passe vous aimez l'aviation, d'un DC-3 ou d'un Constellation avec des horloges, des pendules partout, où là, il y a quatre grands écrans. Et puis il n'y a plus tous les boutons. C'est tactile. Les boutons. Mais c'est vrai qu'on est dans l'informatique et il peut y avoir un bug informatique quand même. Est-ce qu'ils ont des secours par rapport à ça, Xavier? Moins que ce qu'on avait par le passé. On a eu des breakers qui étaient coincés. Ils ont dû utiliser le point d'un stylo pour pouvoir débloquer quelque chose sur la Lune. On a des trucs invraisemblables. Là, un écran, on affiche sur un autre écran à côté. L'ordinateur derrière, il fonctionne. Il y a des backups, il y a des secours. En réalité, c'est beaucoup plus fiable. Alors regardez à gauche, voilà. Le moteur de descente de Merlin vient de s'allumer pour freiner la descente. Maintenant, il va approcher puisqu'il doit se reposer, il doit atterrir au bout de 9 minutes et 22 secondes. Donc il revient sur Terre, on est très clair. Sur une barge. Il revient sur une barge. Pas sur Terre. Mais on arrive à être aussi précis que ça? Comment? On arrive à le faire atterrir sur une barge, on est précis à ce point-là. C'est bluffant. À la verticale, mais c'est depuis 2012 quand même que la Falcon 9 envoie des choses près de l'ISS, et ça fait maintenant des années qu'ils s'entraînent sur cet élément-là. C'est aussi pour ça qu'ils sont moins chers que les autres. Ils récupèrent réellement des morceaux qu'ils peuvent réutiliser derrière. Est-ce qu'on sait où se situe la barge, où le moteur vient dans l'Atlantique? Ah oui. Au large de la Floride. Bien sûr. Et on voit le lever de soleil sur la caméra de gauche, à droite de l'image. La fusée est un peu penchée, on voit le lever de soleil à l'horizon du coup. Là on va commencer à voir la courbure. On a vu la courbure de la Terre. Donc on va voir à nouveau encore. Donc la partie qui va être récupérée à gauche de votre écran, la partie qui est en train de redescendre vers la Terre et qui va arriver sur une barge va être récupérée et ça va être réutilisé. Et elle sera réutilisable, absolument. Déjà, mais ça va être utilisé encore une deuxième fois? Oui, théoriquement 10 fois. Théoriquement, c'est ce qu'ils disent, 10 fois, théoriquement. 10 fois pour récupérer ça. Voilà, alors... Et ça, cette image qu'on est en train de voir... C'est les images du moteur du deuxième étage, là, qui continue à pousser. Voilà. Et puis maintenant, on commence à voir l'image de la trajectoire qui est modélisée par ordinateur. Donc on tire vers l'est. Combien de temps avant d'arriver à la station spatiale maintenant? Le rendez-vous, c'est... Maintenant, on le fait très rapidement. Les Russes le font en 3 tours de terre. 3 tours de terre. Enfin, c'est en 3 heures et demie, c'est fait, les Russes, maintenant. Mais ça va être une journée complète. Alors, nouveaux applaudissements. Donc, alors là, le signal est perdu. Ça, on a perdu le signal. Voilà, on revoit à nouveau.
Ah, ils ont quelques problèmes Enfin, avec le Pôle Nord. signal, hein, visiblement, Oui. sur la gauche. Il y Ils a ont un quelques problème de transmission. De transmission, c'est la NASA qui a ce problème. Donc fin de combustion du deuxième étage. Donc ils sont satellisés. On voit que la Terre est ronde, on est au-dessus de la Terre. Donc la mission, maintenant le lanceur a fait son boulot. Et après, il va y avoir la séparation entre le deuxième étage et la capsule Crew Dragon. Bah si, il ne sert plus à rien. Donc maintenant, il va rentrer dans l'atmosphère, il va brûler. L'arrivée, la rimage, comme on dit ça, la rimage avec c'est prévu demain. Demain, voilà. Plus ou moins à la même heure, 24 heures à peu près. Demain, on va le jouer aussi également en direct sur CNews. Je vous confirme. Et là, on aura de belles images, hein, parce que là, il y a des caméras partout. Xavier, là-dessus. Là, on voit leur vitesse qui est affichée 27 000 km/h. Ils sont stabilisés puisque le troisième moteur n'a pas encore été allumé. C'est la même vitesse que la station. Donc voilà, ils vont exactement à la Alors vitesse ça que veut la dire station. que la station et la fusée vont exactement à la même vitesse. Oui. Mais alors comment ils font pour se rejoindre? Maintenant, petit à petit, ils vont quand même se rapprocher. Ils vont avoir des trajectoires qui sont convergentes. Ça, c'est de la mécanique. Non. Il va falloir sans arrêt réallumer le moteur à 3 reprises pour remonter le périgée de l'orbite. Hein. Ça y est, on les voit à bord. Ça y est, on les voit à bord. Effectivement, on a l'image des astronautes. Ils se détendent les jambes. Là. Voilà. On comprend. C'est des bottes, hein, visiblement. Ils sont avec, Là, on voit les jambes. avec des bottes à bord. C'est des systèmes de protection qui permettent d'être éjectés. Enfin, il y a pressurisé, chaleur. Au cas où, ils seraient éjectés. C'est pour ça d'ailleurs que le premier tir a été repoussé de 24 heures. C'est parce qu'ils peuvent être éjectés tellement haut qu'ils pourraient retomber limite au large de l'Irlande. Bien sûr. Et donc il faut qu'il fasse beau sur tout l'Atlantique Nord pour pouvoir tirer, derrière pouvoir les sauver, pour aller les récupérer. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de creux énormes sur la mer. Et ça, psychologiquement, quand même, Stéphane, je suppose que ces reports, ça doit être dur à vivre quand même, parce qu'on se prépare, il y a la pression qui monte, et on se dit être repoussé de 24 heures comme ça, alors que tout est prêt, ça doit être quelque chose d'assez compliqué à vivre. Sûrement. Hein. Bon, après, Thomas est très solide, hein. Il fait sa préparation pour ça. Ils savent qu'ils vont avoir ces imprévus. Ils sont au courant de ce genre de situation. Peut-être ceux qui sont à bord, ils disaient encore 24 heures. Peut-être ceux qui sont pressés de descendre. Oui. On a beaucoup dit aussi que c'est la patience qui était une des qualités principales quand on veut être astronaute. Pour 7 ans d'entraînement, pour faire une mission comme ça, évidemment, faut avoir une grande vision de long terme, stratégique, savoir ce qu'on veut sur le très long terme, effectivement. Pour s'entendre à bord. Ah voilà, ça se sépare. Alors, qu'est-ce qui se passe à droite de l'image, là? Le deuxième étage est en train de se séparer. Alors là, c'est la séparation du deuxième étage, qui est éjecté, et qui va rentrer, qui rentrera, qui brûlera dans l'atmosphère. Alors, celui-là, on ne le récupère pas, en revanche. Non. Le deuxième étage, on ne le récupère pas. Trop compliqué. Et il faudrait aussi... Non, mais regardez cette image fabuleuse. Avec la Terre dessous, vous voyez, on tourne à 28 000 à l'heure. Fabuleuse image qu'on est en train de voir, on dirait une animation tellement c'est faux. On a du mal à se rendre compte que cette image nous arrive en direct. Arthur, on ne récupère pas le deuxième étage. Hein. Non, on ne le récupère pas. C'est le projet. Ils le feront peut-être dans 1, 2, 3, 4 ans peut-être. Pour l'instant, c'est pas possible. Ils partent de trop haut. C'est compliqué. C'est pas possible. Par contre, la capsule en haut, là, dans laquelle ils sont actuellement, ils la récupèrent. Et on entend le commentateur de la NASA qui s'émerveille lui aussi des images qu'on est en train de voir à droite de cet écran. Images fabuleuses. Et on se dégourdit les jambes, vous voyez, là ça y est, maintenant ils sont... Là pour l'instant l'essentiel est fait. Michel. Vous le voyez, la dernière opération, c'est sur le nez de la cabine, il y a un petit cône qui protège le système d'amarrage. Donc c'est une protection, donc il doit s'ouvrir de façon à laisser libre le système d'amarrage. S'il ne s'ouvrait pas, l'amarrage serait impossible. Il faudrait revenir d'urgence sur Terre. Donc c'était la dernière opération technique. Mais Xavier, là sur le décollage, l'essentiel est fait. Le plus dangereux est fait en tout cas. Là on voit, ils sont en train de travailler sur leurs écrans, ils reviennent avec leur checklist. On voit qu'ils sont en apesanteur. Ça flotte, voilà. Allez, vous allez continuer à suivre ça tout de suite avec Sonia Mabrouk sur CNews, que Michel Chevalet va partir rejoindre avec sa moto. Ça fait moins rêver, mais bon, on va faire comme ça. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir été avec nous. Stéphane, je rappelle, et Arthur, je rappelle que vous avez écrit Voyage au cœur de l'espace-temps, de la théorie de la relativité au mystère du cosmos. Tout de suite, le direct continue avec ces images fabuleuses et Sonia Mabrouk et ses invités. C'est à vous, Sonia. Bravo.